Le soleil, la mer et les fleurs. Depuis des siècles, c'est la magie de la Côte d'Azur. À Menton, le climat est si doux que citronniers et orangers produisent en pleine terre et que depuis le Deuxième Empire, le tourisme y bâtit ses palais. Ce pays de beauté a toujours attiré et inspiré les artistes. C'est par conséquent une sorte de préfiguration de l'avenir qui se conjugue avec l'union que vous avez décidé de contracter ici aujourd'hui dans cette salle décorée par Jean Cocteau, qui témoigne aussi de la vocation artistique et culturelle de notre cité. Je souhaite et nous souhaitons tous que votre foyer soit auréolé par le bonheur et qu'il soit solide, prospère et qu'à votre tour vous puissiez apporter des générations nouvelles pour l'évolution de la cité. Le mariage d'un homme et d'une femme est un contrat des plus difficiles à accomplir parfaitement dans un respect mutuel. Il en est de même pour le mariage de l'homme et de la nature. Pour que la nature continue à lui donner ce qu'il attend, l'homme doit la protéger aujourd'hui plus que jamais. L'augmentation des populations, l'aménagement des côtes, la fréquentation des plages rend indispensable, en particulier, l'évacuation des eaux usées. Pour les enfants, les habitants, les plaisanciers, le littoral doit garder sa salubrité. À Menton, ce souci ne date pas d'hier. Menton a su depuis longtemps ordonner son architecture, juxtaposer ses résidences et les quartiers anciens, les petits coins paisibles et l'animation de la vie quotidienne, et protéger la salubrité publique par un réseau efficace de tout à l'égout. Mais ce réseau, créé en 1905, prolongé en 1936, débouchait à 300 mètres en mer. Ce n'était plus suffisant de nos jours, où la population mentonnaise dépasse 35 000 habitants permanents et double en été par le tourisme. Pour répondre aux exigences de l'hygiène, la municipalité a décidé de prolonger au large le rejet des eaux usées. Mais il faut d'abord sortir de Menton et dégager le passage. Ce sera fait malgré le mauvais temps et l'assaut des vagues. Tandis que les bulldozers aménagent la brèche, les premiers éléments de la conduite, de 80 cm de diamètre, sont déchargés sur l'aire de stockage près du bastion. Mais pour franchir la digue, on a besoin d'une autre sorte de tuyau. 1,80 m de diamètre. À travers ce fourreau géant passera le nouvel émissaire qui va déboucher à 1200 mètres en mer par 53 mètres de fond. Pendant qu'on met en place ce fourreau et qu'on le bétonne, la future cale de lancement de l'émissaire est également bétonnée. Une drague nivelle le tracé sous-marin. Pour faire glisser plus d'1 kilomètre de conduite le long de cette voie, il faut lui préparer des supports de qualité. De gros rouleaux capables de soutenir son poids, des guides latéraux pour la maintenir en alignement, le tout fixé sur un pivot central destiné à absorber les sollicitations imprévues
pendant la mise en place. Tout est prêt. Le long travail préparatoire est achevé à terre. Déjà en mer, le Labor est à l'ancre. C'est cette barge automotrice qui est chargée de haler la conduite depuis le rivage grâce à la force de traction de 150 tonnes de ses treuils. Maintenant, la pièce peut se jouer, le chantier sort dans la rue et se fait connaître du public. Soigneusement alignés près du bastion, les éléments de la conduite attendent d'entrer en scène. Mais comment ? Les visiteurs qui découvrent avec ravissement le musée Jean Cocteau n'imaginent ni la réelle dimension du chantier voisin, ni la difficulté de l'opération. L'aventure de l'artiste, devenu architecte pour l'occasion, est certainement plus perceptible à leurs yeux que celle que s'apprêtent à vivre les bâtisseurs de l'émissaire. Et pourtant, sous les clochers de Menton, en contrepoint de la vie mentonnaise, cette aventure va se dérouler méthodiquement, point par point. D'abord, à partir des éléments de conduite, il faut constituer un tube unique, étanche, continu. Soudure, essai d'étanchéité, ferraillage, coffrage et bétonnage se succèdent sur l'aire de stockage. Tout à côté, la vie continue. Le marché matinal vibre de soleil, d'agitation, d'interpellations familières, de couleurs et de parfums. Sur le chantier, le premier élément de la conduite vient d'être fixé à la tête de traction. On lui a donné un nom, ou plutôt un matricule, 00, tout comme un célèbre agent secret. Et ce 00 est lui aussi chargé d'une mission de renseignement. Il va reconnaître le terrain. On va enfin savoir si la piste aérienne et sous-marine qui a été tracée convient à cet élément de 18 mètres de long. Manipulé avec douceur, surveillé avec attention, l'élément 00 va prendre place sur le berceau porteur. Au bout du câble de traction, là-bas, le Labor s'apprête à essayer sa puissance pour la première fois avec une fougue calculée et le contrôle du treuil de freinage disposé à terre. Rien ne manque pour la mission, pas même les hommes grenouilles qui vérifieront en plongée la bonne orientation de la conduite. Dès qu'il a suffisamment émergé du fourreau qui traverse la digue, l'élément 00 est doté à l'avant d'un patin stabilisateur qui lui permet de glisser sous les flots. Son suivant est déjà prêt. Le même cérémonial de préparation se déroule, mais le problème nouveau est d'assurer le rendez-vous avec 00.
Une fois l'alignement réalisé, on descend à l'intérieur de la conduite un chariot portant le matériel de soudure. L'ouvrier pénètre à son tour. Et lorsque le système de ventilation est en place, la soudure intérieure commence. On soude aussi à l'extérieur. Les conduites sont en béton armé à âme en tôle d'acier. Une fois soudée l'âme, il faut donc ferrailler le joint et le bétonner à l'extérieur comme à l'intérieur. Et puis, tirer le tuyau. Voici comment, aller depuis la barge Labord, le tronçon de conduite déposé sur les rouleaux près du bastion avance progressivement en mer. Dès qu'un nouvel élément est raccordé, la traction reprend. L'émissaire est fondrier, ce qui veut dire que son poids est légèrement supérieur au volume d'eau déplacé. Il ne flotte pas, mais ne pèse que 30 kg au mètre, juste ce qu'il faut pour qu'il glisse en souplesse sur le fond marin. Aussi, l'aventure est-elle essentiellement sous-marine. Elle est menée avec un maximum de précaution. Tiré par le treuil, le câble de traction est renvoyé par une poulie fixée à un corps mort immergé. Le patin stabilisateur que nous avons vu tout à l'heure joue un triple rôle d'orientation, de protection de la tête de traction et de glissement sur le fond marin. Sur le fond marin, c'est un peu la révolution. La conduite s'allonge déjà sur plusieurs centaines de mètres et les habitants des lieux considèrent avec une curiosité indignée et méfiante cette intrusion dans leur domaine. N'avaient-ils pas assez des filets de pêcheurs? Il est vrai que les moyens des artisans pêcheurs de Menton et ceux des constructeurs sont sans comparaison. La taille des barques de pêche est bien modeste à côté de celle du ponton de traction. Mais lui s'en ira un jour, sa tâche terminée. Pour l'instant, ancré solidement au fond, constamment relié par radio à la terre, il continue à tirer la conduite, tronçon par tronçon. Il y a 13 tonnes au dynamomètre. Bon, ben continuez à virer. 10 mètres. Ok. Il est monté à 16 tonnes d'un seul coup. Là, vous continuez à virer, là, il descend normalement. Vous avez reçu la première fois, Oui, d'accord, mais sur le sol, ça va encore, vous virez. Hein. Bon, vous avez viré combien de mètres là? Nous avons viré 9 mètres. 10 mètres. Ok.
merci. Et toujours sur le chantier du bastion, on continue à souder, à ferrailler, à souder, de jour comme de nuit, dedans comme dehors. On soude encore, tandis qu'au rythme des heures, Menton voit s'animer ses rues, tomber la nuit, s'illuminer les façades de sa vie nocturne. Au chantier, pour la 50e fois, on place sur la conduite le bouchon de sécurité. Si, en effet, on perdait brutalement le contrôle de la conduite et qu'elle s'échouait, l'air qu'elle emprisonne l'allégerait et permettrait de la déplacer. Au théâtre de Menton, la soirée s'achève, le rideau va tomber. Taisez-vous, inclinez-vous. C'est le premier repos d'Électre. C'est le dernier repos d'Oreste. Mais sur le chantier, le rideau ne tombe jamais. Même au petit matin, dans les gerbes d'étincelles de la soudure, on continue à rabouter les éléments un à un. Soudure, bétonnage, soudure, bétonnage. Le spectateur de théâtre trouverait peut-être la pièce monotone. Dans son musée du Bastion, en tout cas, l'Arlequin de Jean Cocteau en semble très impressionné. Et curieuse comme toujours, la chèvre de terre cuite allonge son cou pour voir jusqu'où iront les choses. Eh bien, jusqu'au bout. Jusqu'au jour de l'inauguration, en présence de M. Palmero, sénateur-maire. Les tronçons ont été assemblés par trois et forment un ensemble de 18,45 m de longueur. Cet ensemble de tronçons est retenu à terre par un treuil pour éviter tout glissement intempestif et obturé pour éviter tout entretôt. Maintenant, par-dessus les toits de la ville, l'aire de stockage apparaît déserte. On y creusera bientôt la station d'épuration souterraine. C'est le dernier élément que l'on met en place. En attendant, on va faire disparaître aussi le tuyau de l'émissaire sous le sable. Entrée en scène d'une dernière machine, l'ensouilleuse. De chaque côté, une fraise à l'avant, une pompe à sable à l'arrière, vont creuser la souille où s'enfouira la conduite. Mise à l'eau depuis le labord, elle est contrôlée grâce au système de positionnement dynamique du navire. La voici à l'œuvre par 50 mètres de fond. Et le tuyau, peu à peu, s'enfonce dans les sables de la Méditerranée. Bientôt, les poissons eux-mêmes n'y penseront plus. Mais près du rivage, il faut protéger la conduite des attaques brutales de la vague et des courants ou du choc de l'étrave des navires.
C'est la raison de ce massif de béton contenu dans un double rideau de pales planches. Devant le bastion, le raccordement définitif est réalisé. Au large, l'émissaire fonctionne. Pour les constructeurs, la pièce est jouée. Près du rivage, la mer est claire et pure. Touristes et Mentonnais reviendront volontiers se baigner cet été.